Добрый день. Вот посмотрите, в каких условиях ребята живут. Отдыхают после поста. Да. И стою в Талана. Вот так мы и воюем. А ми ось з багатою робили. Опача! Яка красота! Bon, ce clip montre un peu les conditions difficiles, Didier François, dans les tranchées. Vous, qui d'autre que vous, ou Gallagher, qui avez connu justement la guerre sur le terrain, peut commenter ça. D'abord, pourquoi est-ce qu'ils ont ces espèces de chaussures qui se sont fabriquées en quoi? En boîte de conserve Pour protéger leurs chaussures. Parce que, en fait, la boue, c'est vraiment la plaie absolue. C'est ce qu'il y a de pire. Le froid, moi, j'aime pas le froid. Je suis frileux, hein, donc c'est pour vous dire. Mais on arrive toujours après, bon, on n'aime pas sortir de son sac de couchage quand il fait vraiment très froid, etc. Mais on arrive toujours, le froid, on arrive toujours à s'en protéger. La boue, c'est impossible. On essaye. Alors, vous voyez, toujours dans son sac à dos, on essaye de garder des t-shirts, des vêtements, des chaussettes sèches. Mais par exemple, les pieds, c'est un vrai problème. Les chaussures, dès que vous posez le pied par terre, ça s'accumule. Il y a la boue de là-bas. Hein, enfin, là, pour le coup, je pense que là aussi peut nous le confirmer. Mais c'est comme en Tchétchénie, ça s'accumule. Dès qu'on touche quelque chose, paf, ça se remet sur vous. Après, ça se met dans le sac à dos. Ça se met dans le sac de couchage. Dès qu'on a de la boue sur le sac de couchage, c'est l'enfer. Parce que quand on bouge, paf, on va s'en remettre sur... C'est infernal. La boue, c'est terrible. Donc, pour éviter... Parce que si vous mettez vos chaussures dedans, elles sont mortes. Ça va rentrer à l'intérieur. Ça va rentrer par les petits œillets pour le lacer. Ou bien ça rentre toujours dedans. Ouais. Donc, à la fin, la seule solution, c'est les pompes. Hop, dans un sac bien fermé avec un deuxième sac, tout ça dans le sac à dos qui lui va être plein de boue, et puis on les ressortira plus tard, quand ça sera sec. Et le reste du temps, il faut se débrouiller, et là pour éviter, pour pas que ça gèle, il faut que ça soit aéré, et donc là ils ont mis des espèces de bouts de PVC, ce qu'ils ont pu trouver, de toute manière ça sert à rien, s'ils mettent leurs chaussures dedans, leurs chaussures elles vont être explosées. Et question peut-être naïve, mais leurs campements ils dorment dans de meilleures conditions. Alors, attention, là c'est la ligne de front. Là, c'est la ligne de front. Là c'est la ligne 0, d'accord. C'est vraiment les premières lignes. Donc il faut voir que les Russes en face sont dans les mêmes conditions. Mais voyez bien, tout le monde s'allonge et puis il veut plus bouger. Plus personne veut aller prendre les tours de garde. C'est un enfer. Enfin, c'est fatigant. Alors ceci dit, en face pareil. Hein. Heureusement, alors il y a quand même des gens qui veillent derrière. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire des rotations. C'est-à-dire que vous savez que vous avez tant de temps sur l'avant, et après, derrière, en arrivant, vous allez essayer de vous débarrasser de tout ce qui est boueux, le mettre le plus loin possible de vos affaires, rentrer dans un endroit normal et repasser des affaires sèches. C'est intéressant ce que vous dites, parce que on est, nous, observateurs de les choses, obnubilés par les canons César, les trucs, et on se rend compte que depuis quelques jours, le sujet central pour ces combattants, c'est les chaussures. Et on va vous montrer une petite séquence qu'un soldat, on pense qu'il est ukrainien, on ne sait même pas d'où viennent ces images. On dirait là, parce qu'on a eu un doute. On croit qu'il est ukrainien, mais regardez avec quel soin il montre ses chaussures et comment il essaie de les préserver, etc. La chaussure, c'est devenu presque l'élément central de cette guerre. Allez, c'est parti, on déballe. 25 novembre. Regardez ça, Sainte Mère de Dieu. C'est comme ça que ça marche, les gars. Vous voyez? Et imaginez, cette personne vit avec ça depuis 5 jours. 5 jours! Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on ressent.
Même les sacs ne servent à rien. Мне помогают, смотрите. Вот такое все. Вот такая вся хрень, блядь. Ладно, все, вырубай. Не надо, я пойду сейчас заберу. Ouais, c'était bien un soldat ukrainien, là. Oui, 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 parce qu'il a dit, la date est listopad. Il dit le mot novembre, le mois de novembre en ukrainien qui est listopad. Donc c'est un ukrainien. Et c'est vrai que quand on les voit, les chaussures, pourquoi c'est important? Parce que ça fait tenir debout. Quand vous ne pouvez pas rester debout, donc vous ne pouvez pas avancer. Et c'est là où toute est l'histoire. Parce que cette glaise qui est argileuse, ce que Didier vient d'expliquer, ça rentre tellement à l'intérieur que les chaussures ne vivent pas longtemps. Et c'est vrai que nous, les associations qui nous occupons pour envoyer l'aide au front, pour envoyer l'aide, on a du mal à trouver des chaussures qui vont pour ce genre de situation. Parce qu'il y a des chaussures spéciales militaires qui sont très confortables, chauffantes, qui vont pour les grands froids, mais on ne trouve pas les chaussures, et Didier vient de me confirmer que ça n'existe pas. Ouais. On n'a pas, mais donc il faut se mettre, monsieur, les dames, les chercheurs, mettez-vous à trouver les bonnes chaussures confortable, mais au moins les bottes, je ne sais pas, quelque chose qui peut les aider. Ce qui est intéressant, Renaud, c'est que ces vidéos, elles ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, et les commentaires, c'était souvent, voilà, on ne va pas se plaindre qu'on n'a pas d'eau, pas d'électricité, parce que vous voyez ce que nos hommes vivent sur le front, les conditions qu'ils subissent. Absolument, et Julie, le clip qu'on a vu juste avant, qui montrait des images absolument dingues de la vie dans les tranchées, il a été posté par Anton Gerashenko, qui est connu de tous les Ukrainiens, qui est conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien, responsable politique, mais qui est celui qui, depuis des semaines, poste sur les réseaux sociaux, qui est le plus pertinent à suivre. Parce que ça soit l'armement, les conditions de vie, la façon dont les civils vivent cette guerre, et qu'est-ce qu'il a mis comme commentaire? Vous imaginez un peu, alors qu'à Kiev, à Kharkiv, à Lviv, ils sont sans électricité, sans chauffage. Qu'est-ce qu'on dirait, nous? Ils disent, mais si vous vivez là, ne vous plaignez pas. Regardez nos soldats. Regardez nos soldats. Donc, vous n'avez pas le droit de vous plaindre, même si vous avez 5 degrés dans l'appartement, parce que regardez, et ils montrent le clip qu'il y a eu. Donc, il y a toujours cette chaîne permanente entre, c'est exactement ce que Didier disait, le front, l'arrière, le front, l'arrière, des vidéos en permanence, ce qui fait que ça fait un bloc. Ça fait le bloc qu'on voit. C'est ce que les Ukrainiens, par exemple, ma famille, mes amis, ils me disent la même chose. Quand je demande comment vous vivez sans électricité, est-ce que ça va? Ils disent non, mais c'est rien du tout. Mais regarde ce que nos soldats subissent au front. Donc vraiment, leurs conditions personnelles, ça vaut rien par rapport à tout ce que vivent les soldats. C'est pour ça qu'il y a tant de vidéos. C'est pour ça que toutes ces vidéos arrivent. Les soldats aussi. Il y a un vrai bloc à la guerre, il y a un soutien, c'est vrai, front et civil. Oui, bien sûr. Didier l'a bien expliqué tout à l'heure pour ces soldats. Enfin, l'objectif clé, c'est sec et propre. C'est vraiment l'hygiène. Ça peut paraître anodin, mais des pieds qui restent dans des chaussures à la fois froides et humides pendant des jours, c'est un terrain très propice à des maladies type champignons, pieds d'athlète ou quoi, qui à force peut se mettre à saigner, devenir extrêmement handicapant. Et quand vous ajoutez à cela le froid, vous pouvez être hors de combat pour des raisons toutes bêtes et moins glorieuses que d'être blessé par l'ennemi. C'est simplement que vous n'êtes plus en mesure de tenir debout. Donc l'hygiène des pieds, c'est vraiment stratégiquement capital. Après, ces images, moi, elles évoquent pour moi vraiment assez à l'ouest, rien de nouveau. Vous savez, ce roman de Éric Maria Remarque, où on les imagine tellement proches des tranchées des Russes qu'ils entendent les ennemis discuter entre eux, et peut-être même qu'ils se parlent de temps en temps. Vous savez, il y a eu ces scènes absolument hallucinantes pendant la Première Guerre mondiale, où parfois, pendant des pauses de combat, alors je ne dis pas que c'est ce qui se passe à Bakhmout, parce que c'est extrêmement violent là-bas, et je pense qu'il n'y a pas de pause, et je pense que s'ils se croisent, ils se trucident, et ils ne vont pas discuter ou jouer au foot ensemble, mais on a des gens également, et c'est aussi ce qui me frappe, très, très lettrés dans ces tranchées. Donc on va avoir des récits absolument formidables. Vous savez, dans ce roman, j'en terminerai par là, l'histoire, c'est que ce sont de vulgaires soldats, parfois heureux, parfois Mossad, et quand ils se retrouvent à la guerre dans ces tranchées immondes, ils sont réduits à l'état de bêtes et d'animaux, tant les conditions sont difficiles, c'est absolument monstrueux, et c'est ce qui fait la force de ce roman, qui est un roman évidemment pacifiste au final. À l'ouest, rien de nouveau. Éric Maria Remarque. Ils viennent de faire un film incroyable qui est sur Netflix, qui est sublime. La guerre de 14 côté allemand. Ouais, c'est côté allemand, c'est vu des Allemands. Sublime film d'Éric Maria Remarque.
Yegor Gram. Moi, ce qui me frappe, c'est que côté russe, on n'a pas cette abondance d'images. On en a un petit peu. Ouais. On a surtout des images de soldats mobilisés avant d'arriver au front, qui se plaignent et qui manquent d'équipement, de casques, de gilets, etc. Mais d'images au front, en fait, on n'en a pas tant que ça. Alors que finalement, on s'imagine bien qu'en face, ils sont exactement dans la même situation. Et en fait, qu'est-ce que ça montre aussi quelque part? C'est une sorte de désinvolture du commandement russe quant aux conditions sur place. Le soldat russe, il est tout autant handicapé par la boue que le soldat ukrainien, mais sauf que personne n'en parle. Voilà, il y a une sorte de... Voilà, il n'existe plus. On a des images de soldats russes mécontents Exactement. Oui, qui en veulent à leur hiérarchie. Avant de monter justement sur cette ligne zéro. Ils sont très mécontents, ils sont loin de cette ligne 0. Mais une fois qu'ils sont sur la ligne 1 ou 2 ou 0, là, on n'a pas d'image. On peut même imaginer Yegor Gran, compte tenu de la désorganisation de l'armée russe et même du mépris dans lequel les officiers russes tiennent la valtaille, la troupe, on peut même imaginer que le sort individuel des soldats russes est physiquement plus dur, plus éprouvant que celui des Ukrainiens. Les Ukrainiens souffrent, mais ils sont chez eux. Ils sont solidaires. Et ils ont des équipements convenables, et parfois même de bon niveau. Les Russes connaissent le même sort, ils ne savent pas pourquoi ils se battent, ils sont paumés, ils ont des tranchées dégueulasses, ils ont des casernements dégueulasses, ils sont paumés, ils se font taper très durement. Et ils ont des armes qui s'enrayent, ils ont des armes vieilles, pas nettoyées, prises sur des stocks anciens, des canons qui ont commencé déjà à exploser tellement ils ont tiré à force de tirer. Et bien forcément, leurs conditions, à mon avis, sont bien plus... périlleuse, tragique que celle de... Qu'est-ce que ces conditions, selon vous, Didier, vont changer militairement? On regardait ce que disait l'Institut pour l'étude de la guerre, qui disait les opérations vont ralentir avec la neige, et elles ont ralenti, vous dites. Et le ministère de la Défense britannique aujourd'hui, c'était hier, dans son point quotidien, disait qu'une percée russe dans le centre de Donetsk était peu probable. Le fait que le conflit se gèle un peu comme ça, ça va changer quoi? C'est à l'avantage de quelqu'un en particulier ou d'un camp en particulier? Alors, deux choses. D'abord, les conditions météorologiques ne sont pas la seule donnée des opérations. Parce que, en fait, ça ralentit, mais enfin, s'il fallait le faire, ils rentreraient au combat. C'est juste que ça irait moins vite et que ça serait plus compliqué. Donc le terrain, c'est que la météo, c'est comme le terrain, ça se domine. Et l'armée qui est la plus motivée et la mieux équipée domine la situation. Alors donc il y a plusieurs éléments qui font que les choses sont ralenties. La météo en est une, parce qu'elle est importante. Et en plus, elle tombait à un moment où les dispositifs étaient en train de se réarticuler, puisque on était en fin de phase de deux poussées offensives importantes à Kherson et dans le nord de Kharkiv. Donc on voit bien qu'on est en train d'arriver là à la fin, ça fait maintenant 3 semaines que tout se réarticule, et qu'on voit que les Ukrainiens, eux, ont besoin de poursuivre l'effort, parce qu'ils ne veulent pas que ça se freine, ils ne veulent pas laisser les Russes enterrer la situation et geler la situation, parce qu'on voit bien que pendant ce temps-là, derrière, ça creuse beaucoup et les Russes sont en train de créer une vraie ligne de fortification extrêmement dense dans la profondeur. Et tout le temps qu'ils gagnent, ça leur permet de creuser cette ligne de défense dans la profondeur et de la remplir avec des mobilisés qui arrivent. Et donc, ça donne aussi une densité de réserve qui va devenir compliquée après à percer. Donc, les Ukrainiens sont très, très conscients de ce risque-là et sont en train de préparer la possibilité d'une reprise de la manœuvre. Maintenant, il faut aussi, c'est ce que disait Allah, il leur faut des armes, il leur faut des munitions, il leur faut de l'essence. Ils ont 2 options, soit finir dans le nord, une manœuvre qui a du mal aujourd'hui à déboucher autour de Stavovier, on le voit bien, soit repercer au sud, mais ça veut dire mobiliser des moyens et faire un groupe d'assaut qui soit suffisamment conséquent pour pouvoir percer et exploiter. C'est pas le plus percer, si on peut pas exploiter derrière, c'est pas gagné. Et les Ukrainiens ne peuvent pas se permettre de perdre parce que tout le monde, comme d'habitude, les attend au tournant. Donc ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. C'est le drame de cette guerre pour eux. Donc ils savent que quand ils partiront, il faudra que ça parte dur et que ça passe. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un fait un peu nouveau, c'est que les Russes, cette situation, la boue, le froid, ont bien la volonté désormais d'utiliser ça jusqu'au bout. Alors là, ils sentent qu'ils tiennent un filon. Sur le plan militaire, ils n'ont pas vraiment performé depuis quelques mois, mais ils se disent qu'avec cet hiver qui arrive, ils peuvent circonvenir
pas l'armée ukrainienne, bien sûr, mais en tout cas le peuple ukrainien. Et alors là, la société civile russe tape, dit oui, il faut les mettre encore plus dans des situations de souffrance, voilà, qu'ils aient vraiment froid, qu'ils meurent de froid. Parce que c'est aussi excessif que ça. Hein. Moi, la société civile russe qui s'élève contre la guerre, vous avez compris que depuis quelques semaines, je n'y crois plus du tout. Regardez encore une fois cet extrait de la télévision russe où on a vraiment envie, encore une fois, de faire mourir, de tuer les Ukrainiens avec le froid cet hiver. À propos de la peur, de l'impact du froid et des frappes sur les infrastructures, regardez leur agitation, la manière dont ils ont réagi. Tout cela montre que nous agissons bien, que nous faisons ce qu'il faut. On a visé dans le mille et c'est ce que nous aurions dû faire depuis le tout début. Ce que nous faisons maintenant, à mon sens, ce n'est pas encore assez.